Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine, avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, le directeur général de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finkelstein et le journaliste du Monde Gérard Courtois. La presse aime bien les anniversaires. Alors bien sûr, les 6 mois de présidence Macron ont été cette semaine soulignés dans les journaux, radios, télévisions. Une tentative de premier ou second bilan sur les réformes et sur l'exercice du pouvoir, avec toujours le caractère insaisissable de cette gouvernance, avec des études d'opinion indiquant que les réformes impriment, mais pas toujours dans le sens souhaité par l'Élysée. Les Français retiennent par exemple la hausse de la CSG pour les retraités les plus aisés, mais pas la mesure compensatoire de la baisse des cotisations salariales. Ils retiennent la transformation de l'impôt sur la fortune, mais pas le dédoublement des classes en CP dans les quartiers défavorisés. En attendant, les réformes passent, un flot quasi ininterrompu, sans mobilisation massive dans la rue, sans cristallisation syndicale notable, tandis que les oppositions à gauche, à droite, se reconstituent lentement et souvent difficilement. Pas de rejet violent du macronisme pour l'instant, mais pas d'adhésion franche non plus. 6 mois sans émoi. Il était une fois un monsieur anglais fort respectable, Reginald Woodfield Appleby, un juriste britannique émigré en 1888 aux Bermudes, florissante colonie caribéenne de l'Empire, où il avait ouvert un cabinet d'avocats qui, des années plus tard, avait une réputation de sérieux à toute épreuve. Des clients triés sur le volet et des bureaux dans plusieurs îles du monde, chacun ayant son expertise. Un bureau Appleby sur l'île de Man, par exemple, qui conseillait plutôt les détenteurs d'avions privés. Un autre basé à Jersey, qui se concentrait, lui, sur les opérateurs de jeux en ligne. De grands professionnels de l'optimisation fiscale, un sport légal, presque le plus vieux métier du monde. Certains de ces clients VIP achèteraient leur jet privé via des sociétés écrans, domiciliées sur l'île de Man. On prend l'argent dans cette poche et on le met dans l'autre poche. C'est ça le business. Un tour de passe-passe qui permet d'éviter de payer des millions d'euros de taxes. Dans les Paradise Papers, le groupe francophone Louis Dreyfus, géant mondial des matières premières, a monté une société offshore aux îles Caïmans. Dans les archives d'Appleby, Glencore, un autre empire des matières premières qui fait appel à des intermédiaires à la réputation sulfureuse. Grâce à cette nouvelle fuite de documents, vous allez comprendre comment certaines multinationales contournent la loi des États, le plus souvent au détriment des citoyens. Bienvenue dans les Paradise Papers. Vous aurez peut-être reconnu le ton de l'émission Cache Investigation, France Télévisions, Le Monde, Radio France, associé donc à cette vaste enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Après les 11,5 millions de documents des Panama Papers en avril 2016 qui dénonçaient des délinquants fiscaux, les 13,5 millions de documents des Paradise Papers démontrent à quel point l'optimisation fiscale est un sport national, mais légal cette fois pour les grandes fortunes et les multinationales. La plupart des entreprises et personnalités épinglées cette semaine, de la reine Elisabeth II à Bernard Arnault, ont recouru à des montages qui flirtent avec les limites mais restent dans les clous de la loi. Gérard Courtois, ces révélations parues notamment dans votre journal Le Monde sont-elles moins spectaculaires du fait qu'elles posent un problème moral davantage qu'un problème légal ? Alors, moi, je ne comprends pas ce débat sur la morale dans cette affaire. Bien sûr, on peut s'indigner, se choquer ou être écœuré par le constat que des multinationales, des grandes fortunes font échapper à l'impôt par effectivement des moyens légaux ou à la limite de la légalité, des milliards de dollars. 600 milliards de dollars par an, d'après les calculs de l'ONG Tax Justice Network. Cette indignation, elle est légitime et elle est assez naturelle. De la même manière, les avocats, les acteurs de cette évasion à grande échelle, ou leurs avocats, sont parfaitement fondés à dire et à plaider que tout ça est légal. Qu'ils utilisent les subtilités, les ficelles, les failles éventuelles des législations françaises ou européennes ou autres pour permettre à leurs clients
moyennant des rémunérations et des honoraires tout à fait conséquents, de mettre leur argent ou une partie de leur argent à l'abri. Et au fond, ils sont fondés parfaitement à dire « mais la morale n'a rien à voir dans cette affaire ». Et d'une certaine manière, ils ont raison. Le problème n'est pas là. Le problème est un problème fondamentalement politique, à mon sens. Parce que cette optimisation, avec des guillemets, c'est un joli mot, elle ébranle quoi? Elle ébranle, me semble-t-il, deux piliers fondamentaux du contrat démocratique. L'égalité devant l'impôt, l'égalité devant la loi. L'égalité devant l'impôt, je cite, parce que c'est toujours commode et c'est toujours bien écrit et bien formulé, la Déclaration des droits de l'homme, article 13, qui est par définition inscrite dans le préambule de la Constitution française actuelle. Je cite, « Pour l'entretien de la force publique, la sécurité, pour les dépenses d'administration, les services de l'État aux citoyens, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. » Tout est dit. Tout est dit. Ce principe définit à la fois la fonction politique de l'impôt, l'appartenance à la communauté, et sa fonction sociale, la prise en charge du bien public et la solidarité en fonction de leurs facultés. C'est pas neutre, ces petits mots. Alors, à partir de là, si les plus puissants, les plus riches, les multinationales, les plus fortunés peuvent s'affranchir de cette obligation, s'ils ne se sentent plus tenus de contribuer au bien commun et au service public, pour dire les choses concrètement aujourd'hui. Bref, s'ils font d'une certaine manière sécession, c'est tout le fondement du consentement à l'impôt de tous les autres qui se trouve mis en cause, mis en doute et éventuellement ébranlé. En clair, si les plus fortunés peuvent se dispenser de l'impôt, pourquoi est-ce que moi je le paierai? Bon, c'est ce qu'on entend depuis une semaine dans toutes les... Et ça s'appelle comment, Gilles Finkelstein? Ça s'appelle du cynisme, du pragmatisme, ou vous considérez qu'il faut poser la question éthique et morale dans cette affaire? Alors, il y a trois mots, en fait. Le droit, la morale et la politique. Ces trois mots qui ne se confondent pas, et on a raison de ne pas les confondre, ils ne se superposent pas complètement. Le droit, ce n'est pas la morale, et la politique, ce n'est pas la morale. En revanche, de ça, on tire parfois l'idée trop loin que c'est des mots qui sont sur des champs qui sont complètement séparés. Ils se superposent partiellement. Beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, ce qui est légal est moral, et les politiques essayent d'agir de manière morale. Il y a des intersections donc, entre les deux, et surtout, et c'est ça qui est, je pense, important dans cette affaire, il y a des interrelations, c'est-à-dire lorsque le jugement moral d'une société évolue sur une question, le politique s'en saisit et peut faire changer la loi. C'est de ça dont il est question, dont il va être question après les révélations, notamment du journal Le Monde. On a dit la fraude est illégale, l'optimisation est immorale. Il y a quand même une limite, c'est que à partir d'un certain point, l'optimisation elle-même peut devenir illégale lorsqu'il s'agit d'abus de droit. Donc, il faut être quand même précis dans cette distinction-là. Après, les chiffres qui ont été évoqués, ce que vous avez évoqué vous-même, ce chiffre qui était cité par Gabriel Zucman, 40% des bénéfices totaux des multinationales seraient enregistrés offshore dans des endroits où il n'y a aucun salarié. Tout cela pose toutes les questions qui ont été évoquées par Gérard Courtois, auxquelles j'en ajouterai une. C'est que c'est un symptôme d'une mondialisation dans laquelle la compétition a totalement pris le pas sur la coopération. Il y a d'autres types de mondialisation qui pourraient être envisagés, dans lesquels il faut que les contraintes qui pèsent sur le travail soient minimales et l'imposition qui pèse sur le capital soit minimale aussi. Et donc, je crois que c'est ça, les grands débats qui ont été ouverts par les révélations du Monde. Vous êtes d'accord avec cela, Hubert Védrine, à savoir que finalement, la mondialisation a forcément comme corollaire le principe même de l'évasion fiscale? Pas forcément. Oui, c'est peut-être la face noire, mais c'est parfaitement lié.
Dans l'idéologie de la mondialisation, il y a le dépassement des États-nations, il y a le dépassement du cadre des États. Donc ça a généré un espace gris dans lequel tout ça peut se développer. Ça montre aussi le prodigieux enrichissement du monde, par ailleurs. Bon, je pense qu'il faut distinguer quand même ce qui est légal. Est-ce qu'on a affaire à des comportements qui sortent de la légalité, auquel cas il faut la corriger, ou est-ce qu'on peut la corriger? Il y a eu beaucoup d'efforts quand même ces dernières années ou ces dernières décennies. Beaucoup d'instances ont essayé de, pas tellement l'ONU parce que c'est trop vaste, mais au sein du G20, du G7, au sein de l'Europe. Pierre Moscovici a rappelé ça très bien dans une interview récente. On va y revenir. On ne découvre pas la chose, donc petit à petit ça se resserre, mais il n'y a aucune entité coordinatrice ou régulatrice qui coordonne l'ensemble du monde. Donc on n'est pas sûr, quand on aura un peu mieux serré le boulon, qu'ils ne vont pas apparaître des paradis fiscaux, je ne sais où, en Asie, Pacifique, etc. Donc il faut être sur le terrain légal. Le terrain moral, moi, je suis moral comme tout le monde, mais ce qui me gêne dans le terrain moral, c'est qui en décide. Qui décide qu'une chose est morale ou immorale. Donc il faut quand même être plus sur le terrain. Le civisme ou l'incivisme, alors le fait de vouloir participer. Tout le monde fait de l'optimisation. Vous allez à la banque, on vous dit qu'il faut plutôt épargner dans tel domaine parce que fiscalement c'est plus intéressant. Et puis vous donnez à un centre qui travaille sur le cancer, vous avez une partie de votre impôt qui est diminuée grâce à ça. Tout le monde fait de la micro-optimisation à son échelle. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer les services d'un cabinet. Bien sûr, celui d'Apple Buy, par exemple. À la banque, dans les discussions qui ont lieu chaque jour, les gens donnent des conseils d'optimisation. Soyez pas bêtes, il faut plutôt placer là que comme ça, etc. Et bon, donc l'optimisation, c'est pas un concept automatiquement immoral. Là, on a affaire à de l'excès à très grande échelle. Donc, il faut savoir qui mesure. D'autre part, les gens sont effarés par les chiffres. On parle de 300 milliards. 300 milliards, 20 milliards pour la France. 600 milliards de dollars par an, d'après les calculs de l'ONG. L'évaluation actuelle de la richesse du monde, c'est à la louche, mais c'est 77 000 milliards. 77 000 milliards, si vous cumulez les PIB de l'ensemble des pays du monde. Bon, si on prend les ressources fiscales, 300 milliards, c'est important, et 20 milliards, c'est tout à fait important. Donc moi, je suis pour ramener ça sur un terrain très précis. Si la légalité n'est pas suffisante, il faut la renforcer, il faut la contrôler mieux, et trouver les niveaux et les instances qui sont capables de faire ça. En continuant le travail fait ces dernières années. Mais il ne faut pas alimenter le sentiment que c'est abominable, qu'on n'a jamais rien fait et que ça s'aggrave. C'est pas vrai. Christine Ockrent, je vous vois sourire en écoutant votre voisin. Oui, parce que je trouve que l'émoi légitime provoqué par la publication de ces Paradise Papers, tout cela fait montre à la fois tantôt de naïveté, tantôt d'hypocrisie. Parce que, honnêtement, d'abord, la mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. La mondialisation existe, en tout cas pour nous autres Européens, depuis la Renaissance. Il y a eu la compagnie de l'Inde et de la Chine, il y a eu les grandes compagnies marchandes britanniques, néerlandaises, etc. Et tous ces énormes flux de richesses passaient évidemment par des systèmes qui évitaient l'impôt sur le sol national de ces compagnies. Donc déjà, ce n'est pas nouveau. Ensuite, l'idée, c'est admirable, le texte que citait Gérard Courtois, les mots tellement beaux de notre langue dont parlait Gilles. Mais ce n'est pas franchement le sujet. Ce n'est pas un problème national. Il est évidemment très choquant de voir les plus grandes fortunes françaises s'organiser pour ne pas payer l'impôt. Ça, effectivement, c'est une absence totale de civisme. Quand on voit les grandes entreprises françaises qui s'organisent elles aussi, et quand on sait qu'une bonne part du commerce mondial se fait au sein même de ces multinationales, d'une filiale d'une multinationale à une autre, et tout cela n'est même pas mesuré dans les statistiques du commerce mondial. Je crois qu'il y a une réalité qui impose qu'on réfléchisse, et comme le disait Hubert Védrine, ça a déjà été entrepris, au niveau international. L'OCDE en particulier, l'Organisation de coopération et de développement économique, sous l'impulsion d'un Français qui s'appelle Pascal Saint-Amand, a lancé depuis plusieurs années déjà un effort de réforme en faisant une liste des pays suspects. Alors cette liste a fondu comme neige au soleil, on en est à Trinidad et Tobago, donc c'est vous dire.
Et au niveau de l'Union européenne, Il y a un là, seul pays. il y a un seul pays, mais au niveau de l'Union européenne, et les propos de Moscovici sont très intéressants, Ouais. mais là aussi, il y a une forte dose d'hypocrisie. Alors justement, venons-en à ces propositions du commissaire européen Pierre Moscovici cette semaine, que l'énormité de la tâche n'affole pas manifestement, ni même la dimension systémique. En effet, vous l'avez tous dit, de cette nouvelle affaire des Paradise Papers. Il propose de publier avant fin 2017 la liste noire, la liste complète et réaliste, dit-il, des paradis fiscaux. Il propose également de rendre plus responsables les intermédiaires, en faisant adopter par le Conseil des ministres de l'Union la transparence des montages financiers que ces cabinets d'experts vendent à leurs clients. Et enfin, il propose un country-by-country reporting, ce qui signifie la publication accessible à tous sur les données fiscales de chaque pays. Gérard Courtois, là encore, vous considérez comme Christine Ockrent ou Hubert Védrine qu'avec ces propositions, on est aussi d'une certaine manière dans une hypocrisie ? Non, c'est pas une. Enfin, moi, je ne mettrai pas le mot hypocrisie dessus, comme je ne mets pas le mot de morale sur l'affaire dans son ensemble. Simplement, il est clair que des choses ont été faites depuis quelques années, effectivement, sous l'impulsion de l'OCDE, notamment. Oui, et on se souvient de Nicolas Sarkozy en 2009 disant les paradis fiscaux, c'est fini, avec beaucoup d'affirmations péremptoires. Nicolas Sarkozy a eu souvent des déclarations péremptoires qui à l'usage et avec le recul, s'avèrent un peu vaines. Mais bon, il y a quand même les États avancent à petits pas. Ils se hâtent, à mon avis, beaucoup trop lentement de combattre ce qui, me semble-t-il, reste un vrai poison démocratique. Alors, on sait les raisons. Un certain nombre de paradis fiscaux ont pour protecteurs, parrains, des États, y compris des États de l'Union européenne, ou qui sont encore dans l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne. D'autres États, l'Irlande, les Pays-Bas, on le voit à travers toute cette enquête, pratiquent une concurrence fiscale vigoureuse, on va dire. Déloyale, vigoureuse. Pour ne pas dire déloyale. Et à mon avis, c'est un facteur d'aveuglement à très courte vue. Et enfin, pour ce qui est de l'Union européenne, Pierre Moscovici peut tout à fait faire les déclarations qu'il fait. Il sait mieux que quiconque que dans ce domaine fiscal, c'est la règle de l'unanimité qui compte et qui joue. Et donc, pour demain en décembre, là, dit-il, aboutir à une liste sérieuse, réaliste, etc., j'attends de voir et j'ai de très forts doutes. Gilles Finkelstein, qu'est-ce que ça veut dire justement cette deuxième proposition de Moscovici de rendre plus responsables les intermédiaires en faisant adopter par le Conseil des ministres de l'Union la transparence des montages financiers de ces cabinets ? Comment on s'intéresse, comment la justice ou les institutions européennes peuvent s'intéresser réellement à ces cabinets ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée que dès lors que l'on connaît les mécanismes qui sont opérés, en l'espèce, il ne s'agit pas de tous les mécanismes, mais des mécanismes dits agressifs. Donc il faut réussir à faire la part de ceux qui sont agressifs, de ceux qui ne le sont pas, ce qui ne doit pas être si simple. Mais que la transparence en soi, et c'est la même chose pour la transparence pays par pays des revenus et des impôts payés par les entreprises, l'idée que la transparence par elle-même aurait une vertu correctrice et qu'un certain nombre de comportements n'auraient plus cours. Ce n'est qu'une des dimensions parce que, à moins d'être exagérément optimiste, on ne peut pas penser que la transparence seule permettra de résoudre le problème. Et donc l'autre volet, c'est celui que vous avez évoqué, celui de la convergence. Alors ça concerne les pays européens au premier chef. Gérard Courtois a rappelé que compte tenu de la règle de l'unanimité qui domine encore en matière fiscale, c'est évidemment compliqué, mais ça fait maintenant des années et des années que les débats sur une assiette européenne de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés est sur la table. La question, je reviens à ça, c'est quelle est notre conception de la mondialisation et quelle est notre conception, y compris de l'Union européenne, quel est l'équilibre entre la concurrence et la coopération. La difficulté, c'est que il y a des États qui s'appauvrissent à cause de ces mécanismes. Quand on dit 20 milliards d'euros de manque à gagner pour le Trésor français, ce sont des sommes qui sont absolument considérables, mais il y en a d'autres qui sont souvent des petits États qui s'enrichissent. Et donc c'est ça la difficulté. Je crois qu'il ne faut pas céder au fatalisme. Je rejoins ce que dit Hubert Védrine. Beaucoup a été fait contre les paradis fiscaux,
beaucoup. Le secret bancaire par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans n'a plus rien à voir. Le travail est en cours sur l'optimisation, mais c'est sans doute beaucoup plus difficile. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Alors, pas de fatalisme, disiez-vous, Hubert Védrine, et pourtant, quand on se replonge dans les archives, on tombe, par exemple, sur une émission que vous adoriez tous, Apostrophe de Bernard Pivot, et en 1977, Bernard Pivot recevait sur son plateau un homme venu lui présenter une sorte de guide Michelin des lieux où il fait bon échapper au fisc. L'homme s'appelait Maître Édouard Chambosse, avocat fiscaliste. Je vous annonce le 88e numéro d'Apostrophe sur le thème « Ruse et pouvoir de l'argent ». Mais alors combien il y a de paradis fiscaux Il y en a à peu près une soixantaine. C'est difficile de les dénombrer dans la mesure où ils s'en créent, il en meurt tous les jours. Par exemple, récemment, on a vu un très grand pays, un très beau pays, le Liban, dont on peut dire qu'actuellement, il est mort comme paradis fiscal, puisqu'il est bien évident que si vous voulez faire des affaires au Moyen-Orient, vous n'allez pas monter une société à Beyrouth actuellement. J'espère que vous le referez peut-être dans 2 ans ou dans 1 an, mais actuellement, c'est pas possible. Et cette mort, c'est assez amusant, le schéma des remplacements de l'argent et des ruses de l'argent a créé naissance immédiatement à 2 autres paradis fiscaux pour remplacer, pour essayer de prendre au Liban ses activités économiques internationales, qui sont l'un, Chypre, du côté archevêque Makarios, qui a immédiatement promulgué une loi favorable aux investissements étrangers et aux sociétés pour faire le courtage entre l'Europe et les pays arabes, et par ailleurs, de la même façon, la Jordanie, qui a créé une loi extrêmement favorable, obligeant même ses propres fonctionnaires à donner un accord dans les 8 jours de la demande qui est faite pour créer une société de transit en Jordanie. C'est un détail pratique parce que quand on travaille dans les pays arabes, 8 jours pour avoir un accord, c'est assez rapide. Voilà, la décontraction, le cynisme, le pragmatisme, je ne sais pas comment il faut le qualifier, de ce maître Édouard Chambosse sur le plateau d'Apostrophe en 1977. Hubert Védrine, on se dit en écoutant cette émission, en écoutant l'actualité des derniers jours, on trouvera toujours de nouveaux sanctuaires pour l'argent sale. Alors, le fatalisme, ça consisterait à dire, tant qu'il y aura des enfers fiscaux, il y en a beaucoup, notamment en Europe, y compris la France, il y aura des paradis fiscaux. Donc on n'y peut rien. Et le refus de ça consiste à dire non, parce que quand même trop c'est trop, et donc il faut un effort supplémentaire dans l'organisation, la régulation, la surveillance. Christine a tout à fait raison de rappeler que la mondialisation, c'est pas d'hier, hein. Mais là on a quand même affaire à une période récente avec un enrichissement sans précédent et une dérégulation sans précédent. Les deux n'étaient pas forcément corrélés. Il y aurait pu y avoir une mondialisation qui serait restée plus ordonnée. Bon. Donc il y a des espèces de masses gigantesques d'argent qui courent d'un endroit à l'autre. Donc moi je redis, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années, dans les pays européens notamment, mais pas tous, pour les raisons qu'on a rappelées, qu'il y a un programme d'action qui est tout à fait honorable, mais qu'on ne contrôle plus l'ensemble du monde. Hein. Donc il n'est pas exclu que ça se recrée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais petit à petit, il faut assécher en élevant le degré de l'exigence légale, en canalisant l'indignation morale, mais vers quelque chose de concret, pas simplement une espèce de moralisme hystérique qui se répand sur tous les sujets en changeant. Mais pour que je comprenne bien, les propositions de Pierre Moscovici, pour vous, c'est ça? C'est concret? Oui, c'est bien. C'est suffisant, c'est au niveau, c'est à la hauteur? Mais c'est pas à la hauteur de quoi? Si c'est à la hauteur des attentes de l'opinion, jamais, bien sûr. Ça n'existe pas. Mais en tout cas, pour un commissaire européen dans la Commission européenne avec les pouvoirs qu'elle a, c'est une feuille de route qui est tout à fait bien. Donc après, il faut faire une pression sur les petits États qui vivent de l'inverse, qui vivent des trous du système. C'est ce que rappelait Gilles Finkelstein. Certains s'enrichissent de ça. Il faut leur montrer que c'est plus possible, que ce n'est plus accepté, que ceci, cela. Après, il faut faire en sorte que les mêmes paradis ne ressurgissent pas tels des champignons dans des morceaux du système mondial qui ne sont plus contrôlés par nous. Mais c'est pas ne rien faire, ça, c'est avoir un programme précis, méthodique, pour tirer parti de disons l'émotion, enfin l'indignation qui sera répandue dans quelques pays. Beaucoup de pays se fichent des révélations des journaux, hein. Mais il y a quelques pays où ça peut renforcer la pression. Donc le sens général est plutôt bien, quoi, ça progresse, je crois. Et néanmoins, cette affaire des Paradise Papers a fait parler beaucoup d'elle, et dans la presse nationale et internationale, bien sûr, Christine Ockrent, et notamment avec des articles qui nous expliquaient ces nouvelles routes de l'évasion fiscale et ou de l'argent sale, avec notamment ce nouvel axe Dubaï, Hong Kong, Chine, Shanghai en l'occurrence. Oui, mais là, je crois qu'il ne faut pas
non plus mélanger tout ce qui concerne le blanchiment, Oui, l'argent l'évasion sale, fiscale etc., d'un ce que l'on côté, avait vu à l'occasion l'argent des sale, Panama Papers, qui est une autre était affaire. spécifiquement révélateur sur cette dimension opaque. Les Paradise Papers, c'est d'une autre chose, nature. on a compris. Mais il me semble intéressant pour nous autres pays démocratiques de réfléchir à ce qu'il convient de faire effectivement au niveau de l'Union européenne. Et là, ce que suggère Pierre Moscovici est dans la droite ligne de ce que suggérait déjà le président de la Commission, Juncker, luxembourgeois, ce qui a ajouté un peu de piquant à l'affaire, quand il a pris ses fonctions il y a déjà 3 ans, me semble-t-il. Mais ce qui est très intéressant dans le cas de l'Union européenne, où, comme le rappelait Gérard Courtois, la règle de l'unanimité s'impose, voulue entre autres par la France, parce qu'il ne faut pas croire qu'on a toujours le beau rôle. En revanche, on voit que c'est par le biais de la politique de la concurrence, avec la commissaire danoise Vestager, qui fait un boulot considérable vis-à-vis des GAFA, et on voit que là, il y a un levier spécifiquement européen, parce que la concurrence, c'est aussi de la politique fiscale. Quand on incrimine le Luxembourg ou l'Irlande, c'est non pas de l'optimisation fiscale, c'est la politique, c'est un argument de compétitivité intra-européen. Donc, encore une fois, il me semble intéressant d'insister, d'appuyer, de soutenir cette idée que c'est par la politique de la concurrence au niveau intra-européen que l'on peut avancer sur effectivement ces abus qui sont tout à fait spectaculaires. Alors, il y a la dimension internationale, vous l'avez dit, de cette affaire des Paradise Papers, et puis il y a sa dimension plus nationale, plus hexagonale. Par exemple, cette semaine, les Républicains, et notamment Gérard Longuet, expliquaient que l'optimisation fiscale était morale. Il disait, quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui vous restent. Alors, en réalité, on sait qu'il y a un plafond français aujourd'hui de 75%. Non, mais c'est ce qu'Hubert appelait l'enfer fiscal. Gérard Courtois, qu'est-ce qu'on répond à cet argument politique? C'est un argument qui est employé maintenant depuis une trentaine d'années. On connaît la formule, trop d'impôts tue l'impôt. Et tout l'affaissement de ce qu'on pourrait appeler à la fois la cohérence, la logique fiscale, la logique sociale et politique de l'impôt et le consentement des Français à l'impôt, tout cela, c'est singulièrement érodé depuis une trentaine d'années sous l'effet de facteurs multiples, la crise, la mondialisation, l'individualisme, etc. Je veux citer juste un chiffre, moi qui m'avait beaucoup impressionné. On avait fait il y a 4 ans avec la Société française de finances publiques une enquête sur l'impôt, le rapport des Français à l'impôt. On avait fait ça avec Ipsos. Les résultats étaient saisissants. 57% des Français disaient, quand je paye mon impôt, j'ai le sentiment de faire un acte citoyen. 57%. 43% n'étaient pas d'accord avec cette opinion. Et quand on prenait les moins de 35 ans, c'était 46% qui estimaient faire un acte citoyen en payant l'impôt. Donc, il y a là une zone de fragilité qui me paraît essentielle. Et c'est ce que dit Longuet. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, en France, il y a une dimension, je le cite, confiscatoire de l'impôt. Non. On oublie les taux d'imposition, il y a 30 ou 40 ans, d'imposition sur le revenu ou d'imposition sur les sociétés, qui étaient beaucoup plus élevés. Et qui, à ce moment-là, sont passés sur ces 30 années de dérégulation, de libéralisme et de contestation d'un certain modèle social. Ça, c'est évident. Alors, de l'autre côté de l'échiquier politique, on trouve les arguments d'un Jean-Luc Mélenchon qui parle du fameux verrou de Bercy, Gilles Finkelstein, à savoir ce monopole de l'administration fiscale sur les poursuites en matière de fraude. Il y aurait eu des amendements, justement, pour faire sauter ce fameux verrou, des amendements que La République En Marche n'aurait pas voulu voter chez Finkelstein. Alors ça veut dire qu'il y a une sorte de complicité, de complaisance générale de la classe politique pour maintenir ce fameux verrou de Bercy? C'est un débat qui est en cours puisque la conclusion n'a pas été, a été le rejet à court terme de l'amendement, mais qu'une mission d'information parlementaire a été lancée qui doit rendre ses conclusions dans les prochaines semaines. Et donc c'est une affaire qui n'est pas terminée. Donc
pas de conclusion sur les propos de Mélenchon, les propos de Gérard Longuet, assez marginaux, y compris dans son propre camp, mais sont assez confondants parce que on peut dire ce n'est pas illégal, mais dire ce n'est pas immoral. Les conséquences, évidemment, Christine Ockrent a raison, c'est un sujet international, mais dont beaucoup des conséquences sont des conséquences nationales et qui viennent fragiliser nos démocraties qui n'en ont pas besoin. Hubert Védrine ? Moi, je pense qu'il y a quand même un lien. Là, on est passé de la réflexion générale, comment on peut mieux encadrer, non pas l'évasion ni le blanchiment, puisqu'on est sur un autre sujet, mais l'optimisation. On est passé au débat interne sur le consentement à l'impôt. On ne peut pas nier qu'il y a un lien avec le taux, quand même. Si le taux d'impôt était à 100%, les gens ne seraient pas d'accord. Donc, on ne peut pas simplement dire les gens qui acceptent de payer l'impôt, ceux qui n'acceptent pas. Ça existe. Enfin, il y a un lien entre les deux. Et d'ailleurs, tout le débat fiscal, c'est quel taux, quoi. Qu'est-ce qu'on impose, à combien? Alors aujourd'hui, 75%, et puis la flat tax d'Emmanuel Macron, qui fixe un impôt à 30% pour les revenus du capital, justement avec l'idée de recréer de l'attractivité fiscale. C'est une tentative d'aller vers, disons, un petit peu vers la moyenne de la zone euro. On en est très loin, puisqu'on est le pays au monde dans lequel les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, avec le Danemark. Donc c'est pas choquant qu'il y ait un débat par rapport à ça, même si telle ou telle déclaration paraît excessive. C'est pas vrai que le consentement à l'impôt divise les gens entre ceux qui veulent bien payer l'impôt et ceux qui veulent pas. Il y a une discussion sur le taux. Oui, mais si on prend juste cette question de la politique fiscale, sur l'optimisation, enfin sur le débat des Paradise Papers, c'est beaucoup la question de l'impôt sur les sociétés. Oui. Gérard Courtois disait qu'il y a quelques années, le taux de l'impôt sur les sociétés dans notre pays était bien plus élevé. De mémoire, quand moi j'étais étudiant, donc il y a maintenant quelques années, malheureusement, c'était à 50%. Puis 40, puis 33, et on va descendre à 25. Et on va descendre à 25. Donc, oui, mais on a voulu une mondialisation ouverte. Non, mais... Je veux dire, les mêmes qui ont voulu une mondialisation ouverte, qui ont dénoncé le repli sur soi et compagnie, là, ils ne peuvent pas s'étonner que les gens tirent parti, comme les gens d'ailleurs avec leurs pieds qui font la même chose en émigrant. C'est le même phénomène. Ils vont à l'endroit où c'est le meilleur pour eux. Et les grandes sociétés françaises, depuis fort longtemps, y compris des sociétés publiques, utilisent d'autres capitales, enfin d'autres grands centres financiers, je pense à Zurich, je pense à Amsterdam, depuis toujours, pour installer leurs quartiers généraux financiers et échapper, quel que soit le niveau de l'impôt, échapper de façon légale à la fiscalité française. Gilles Finkelstein ? Oui, ce qui renvoie, encore une fois, au débat sur quel est le modèle européen que l'on veut défendre, quelle est la part entre la concurrence et la coopération, quelle est la part de la convergence entre les pays européens pour défendre notre modèle, parce que la conséquence de tout ça, c'est la paupérisation des États. Et là, il n'y a pas de consensus entre Européens. Non. Parce que quand vous parliez de la question de d'adhésion à l'unanimité, ce qui permet à quelques-uns de bloquer, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Non, il y a pas sur ce fameux modèle. Mais il y a sans doute un consensus sur le modèle. Le problème, c'est qu'il y a là-dedans des États qui s'appauvrissent, notamment les grands États européens, et il y a quelques États qui s'enrichissent, y compris des États européens. Et donc, c'est une question de rapport de force. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Allez, fin de cette première partie. À présent, on va quitter le monde sans frontières des paradis fiscaux. On va se replier, si vous le voulez bien, sur l'espace hexagonal avec cet anniversaire, les 6 mois du président Macron à l'Élysée, le genre de cap qu'affectionnent les journalistes. Pas Hubert Védrine, on en parlera dans un instant. Vous savez, avant cela, il y a eu aussi les fameux 100 jours. Il est vrai qu'avec ce nouveau président qui a fait valser allègrement les partis traditionnels, les étiquettes, les clivages d'avant, la tentation de l'analyse est quasi permanente pour espérer enfin saisir un homme et une ère politique complexe. Ne pas manquer d'ailleurs cette semaine le portrait intellectuel d'Emmanuel Macron par Brice Couturier aux éditions de l'Observatoire, pour qui le macronisme s'ancrerait avant tout dans la tradition française oubliée du libéralisme de gauche, le solidarisme de Léon Bourgeois et ce courant qui cherchait sous la Troisième République à conjuguer individualisme et socialisme. Le tout, nous explique-t-il, matiné de saint-simonisme et d'une tentation de dépolitiser l'exercice du pouvoir pour privilégier la compétence technique, voire, en attendant, il y a 6 mois, Emmanuel Macron venait de remporter le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, adressait ce message aux Français, et alors tout était possible. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français.
Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. Voilà, Emmanuel Macron au soir de sa victoire, lyrisme de la victoire. Gérard Courtois, 6 mois après cette élection, ça reste difficile, même quand on est un journaliste politique chevronné comme vous, de cerner ce nouveau président, de le saisir. Vous avez, vous aussi, ce sentiment de climat un peu cotonneux, sans prise réelle ? 6 mois, c'est trop court pour évaluer une politique, c'est une évidence. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs a déjà fixé lui-même ce qu'il estime être l'échéance à laquelle sa politique pourrait commencer à porter ses fruits, 18 mois, 2 ans. Opportunément, c'est 18 mois ou 2 ans pendant lesquels il n'y aura pas d'élection, jusqu'aux européennes de 2019. En revanche, c'est quand même suffisant, 6 mois, un semestre, pour camper une présidence, pour fixer son style, pour fixer sa musique et pour fixer son tempo. Les trois. Et ça, Emmanuel Macron l'a fait depuis son élection. Le style, j'allais vite et pas être désagréable, mais enfin, il a en gros restauré voilà, l'autorité de la fonction qui avait été évanescente dans les dernières années de la présidence Chirac, trivialisée par la présidence Sarkozy et, on va dire poliment, affadie, normalisé par la présidence Hollande. Bon, donc il y a un style indéniable qu'il a su redonner à la fonction. La musique, c'est la musique de sa campagne et elle continue transgressive, indifférente aux classifications et références traditionnelles, droite, gauche, etc. Et voilà, il se veut un réformateur efficace, aussi bien en France qu'en Europe. Ça, il l'a posé, y compris en tenant un certain nombre, enfin, la plupart des engagements qu'il avait dit qu'il mènerait à bien dans les premiers mois. Et enfin, le tempo, et c'est important, il est rapide, il est méthodique, il est presque militaire, il est assez bonapartiste. Voilà, ça donne, en tout cas, tout ça a été maintenant posé. Et c'est au fond la couleur générale de cette présidence a été marquée. Voilà, donc c'est déjà, je veux dire, c'est des choses importantes parce que ce qui se dessine et se cristallise dans les premiers mois sur l'homme, sa politique, sa manière de gouverner est à peu près indélébile. On l'a vu dans toutes les présidences précédentes. Hubert Védrine, qui n'aime pas les anniversaires. Non, c'est pas que j'aime pas les anniversaires. D'ailleurs, pardon. J'ai éprouvé beaucoup d'intérêt à écouter Gérard Courtois. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Simplement, je trouve ça artificiel. Ce que vous venez de dire, vous auriez pu le dire au mois de juillet, quasiment. Non, pas tout à fait. Non, je suis pas d'accord. C'est les 6 mois. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Gérard Courtois ? Je suis pas d'accord parce que une des choses qu'a démontré Emmanuel Macron au-delà du mois de juillet, c'est sa capacité à corriger ses erreurs. Au mois de juillet, il y a un certain nombre de cafouillages. Après un démarrage flamboyant. Alors, disons au mois de septembre. Mais en tout cas, c'est pas lié à une échéance de 6 mois. Donc, c'est le côté simplement artificiel. D'autre part, je suis toujours moi un petit peu réticent par rapport à, disons, l'instantanéisme, vous voyez, l'immédiateté. J'adore rappeler la réponse de Chouenlai à Malraux. Qu'est-ce que vous pensez de la commune ? Et Chouenlai dit la commune de Paris. Quel jugement portez-vous ? Il dit c'est trop tôt pour juger. Et donc je pense qu'on a toujours intérêt à redonner du temps long, de la respiration, de la vision brodélienne, etc. Mais sinon, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Gérard Courtois. Christine Ockrent. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est que le temps long, manifestement, il y pense parce qu'il a le sens de l'histoire, mais il imprime le temps court. Et ça, c'est tout à fait nouveau, me semble-t-il, dans notre culture politique, où la révérence vis-à-vis du vocabulaire, des mots, le culte des mots, qui souvent tiennent lieu d'action. On confond souvent en France, on se dit tiens, on a trouvé une merveilleuse formule, c'est comme si le problème était résolu. Donc ce qui me frappe, tout en partageant les réserves d'Hubert Védrine sur cette notion des 6 mois, néanmoins, en 6 mois, Emmanuel Macron a imprimé
un style et un langage et surtout un rythme dont on comprend qu'il ne se départira point. Alors que les présidents antérieurs avaient des changements de pied. Alors peut-être la force des événements obligeront-ils ce jeune président, lui aussi, à changer de pied, mais je ne le crois pas. Et il est même dans sa stratégie de parier sur cette rapidité, sur ce temps court, de s'engager sur tellement de fronts à la fois qu'aucune opposition ne peut se liguer de façon cohérente et rationnelle d'un front à l'autre, ce qui est évidemment efficace et malin. Et je crois que l'espèce de désarroi qu'éprouvent la plupart des commentateurs tient précisément à cela, c'est qu'il rompt avec toutes nos habitudes et singulièrement celles de nous autres commentateurs où tout à coup, alors on va se raccrocher, on va chercher toujours dans le passé, bien évidemment, et rarement ailleurs. On va chercher dans le passé des brindilles auxquelles se raccrocher. Alors rentrons un petit peu dans le détail de ces 6 mois. Gilles Finkelstein, je citais tout à l'heure un sondage et Lab qui indiquait que les réformes imprimaient bien, mais pas dans le sens souhaité par l'Élysée. Je citais par exemple ce chiffre qui montre que les Français retiennent d'abord la hausse de la CSG sans la baisse des cotisations salariales, la réforme de l'ISF plutôt que le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés ou la suppression de la taxe d'habitation. Ils reconnaissent un vent réformateur, mais qui se ferait, si je résume les choses, davantage pour la France qui va bien que pour la France des périphéries. C'est un risque pour Emmanuel Macron de faire la politique, ou en tout cas de donner l'impression de faire de la politique de la France qu'il a élue, qui est plutôt une France heureuse, une France optimiste, une France qui va bien. Je crois on est dans un moment où il y a un trouble de l'opinion qui, pour l'essentiel, considère qu'elle ne peut pas juger et qui, pour beaucoup, ne savent pas qualifier la politique qui est conduite. Quand ils jugent, c'est plutôt de la déception, et quand ils qualifient, c'est plutôt une politique de droite. Mais il y a cette interrogation-là, et qui tient sans doute au fait qu'on est seulement à 6 mois. Moi, je crois qu'il est légitime, qu'il est important de faire des bilans. Je me méfie beaucoup de cette tentation de dire on jugera à la fin, et quand la fin arrive, on dit on ne juge pas sur le bilan, on juge sur le projet, et donc à aucun moment il y a cet exercice démocratique. La question c'est, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est le bon moment? Donc j'ai écrit un essai il y a quelques années qui s'appelait La dictature de l'urgence, donc évidemment 6 mois c'est trop tôt. En même temps, Gérard Courtois a raison, un style, une musique, un tempo. J'ajoute une autre chose, une trace. Quand on regarde rétrospectivement les quinquennats de notre histoire politique, au bout de 6 mois, il y a une trace. C'est-à-dire qu'il y a des grandes mesures qui sont des mesures qui resteront. Giscard, l'avortement, la majorité à 18 ans. François Mitterrand, la décentralisation, la peine de mort, la retraite à 60 ans. Nicolas Sarkozy, la loi TEPA, l'autonomie des universités. François Hollande, les carrières longues. Et Jacques Chirac. J'ai oublié Jacques Chirac, mais, et c'est par ça que je voudrais terminer, c'est que, pourquoi c'est trop tôt? Parce que quand on regarde ces quinquennats-là, ils ne livrent pas leur vérité au bout de 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a une trace, mais le tournant sécuritaire de Giscard, il se fait plus tard. Le tournant européen de Mitterrand, il se fait plus tard. Le tournant identitaire de Nicolas Sarkozy, il se fait plus tard. Le tournant social-libéral de François Hollande, il se fait plus tard. Et donc ce trouble de l'opinion que j'ai évoqué au début, peut-être qui tient à cette interrogation, quelle est la vérité du quinquennat d'Emmanuel Macron? Vous êtes d'accord avec ce trouble des Français, Hubert Védrine? Le trouble, non, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Gilles Finkelstein. Et en fait, on ne s'oppose pas du tout dans les analyses. On peut faire l'évaluation tous les matins si on veut. 6 mois, pourquoi 6 mois? Vous vous opposez sur le fait. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On a fait des commentaires tous les jours. Donc moi, je pense que l'essentiel était visible tout de suite. Le fait qu'Emmanuel Macron ait compris et incarné immédiatement ce qu'est un chef d'État. Ce qui changeait des 2 quinquennats précédents. Après, ça se développe, il y a plein de choses. Mais l'évaluation, on ne va pas attendre à nouveau 6 mois pour refaire un bilan. Donc ça a lieu tout le temps. On peut garantir qu'il sera fait au bout d'1 an. Ça, c'est certain. Soyons prêts. En plus, il a été élu pour 5 ans. Bon, on a en tête des calendriers un peu différents. D'ailleurs, en ce qui concerne la réforme, puisque c'est un président vraiment réformateur et qui avance vite, et personnellement, je m'en réjouis. Je me rappelle de la phrase de Schröder à propos des réformes.
qu'il a eu le courage de faire en Allemagne, ce qui a remis l'Allemagne économiquement au premier plan. Il disait, mais le problème, c'est que le temps de la perception, vous parliez des perceptions, ils sont toujours un peu confus au début, le temps de la perception par rapport à une réforme est plus long que le temps d'un mandat politique. Ça, c'est un risque pour les réformateurs dans les sociétés, disons, avec une opinion très... D'autant que puissante. Schröder avait des élections générales 1 an après les réformes qu'il avait enclenchées. Il aurait attendu 1 an, il aurait peut-être gagné, par exemple. En tout cas, il n'y a pas de coïncidence, donc il y a plusieurs rythmes. Il ne faut pas être fixé sur 6 mois, 1 an, non. Alors 6 mois sans émoi, disais-je au début de cette émission, avec ces oppositions qui semblent peiner à se reconstruire. En même temps, on se dit qu'elles vont bien finir par renaître. Gérard Courtois, le grand retour des oppositions, c'est pour quand ? C'est pour ça, au risque d'agacer Hubert Védrine, qu'il faudra faire le... Mais il aime bien être agacé, Hubert Védrine, dans cette émission. Au bout d'un an de mandat. Il aime bien être agacé. Parce qu'au bout d'un an de mandat, c'est-à-dire au printemps... non, je plaisante. Au printemps prochain, effectivement, on peut imaginer que, pour l'instant, Emmanuel Macron est un homme qui a de la chance. Les événements le servent, mais il sait très bien se servir des événements. Non, la chance fonctionne dans les deux sens. On l'a vu pendant la campagne, on le voit aujourd'hui. Il n'a pas d'opposition actuellement. Il n'a pas d'opposition pour des raisons très simples. C'est que tous les partis qui ont été battus à la présidentielle sont totalement déboussolés. Le PS est dans le coma, la droite ne sait plus à quel sein se vouer, si ce n'est à celui de M. Wauquiez, qui est quand même une stratégie extraordinairement étriquée de reconstruction. Mais qui, ça y est, a trouvé sa formule et son positionnement lorsqu'il dit qu'il veut être le candidat des classes moyennes laminées, lorsqu'il dit qu'il va être le candidat des territoires, celui qui a saisi, compris, qui défendra l'identité française. Voilà, il a en tout cas son champ lexical, son corpus. Oui, c'est-à-dire, à mon sens, le renoncement par la droite, par cette droite-là, de reconquérir le pouvoir. La droite ne peut pas reconquérir le pouvoir sur une base idéologique et politique aussi étriquée, me semble-t-il. Et d'ailleurs, quand elle l'a reconquis, le pouvoir, au fil des dernières décennies, c'était sur une base beaucoup plus large. Chez Finkelstein, vous n'aviez pas l'air d'accord avec cette analyse ? Je termine juste sur les autres acteurs. Mélenchon est dans le blues le plus complet depuis des semaines, parce que sa révolution civique, elle n'explose pas comme il l'espérait. Et Marine Le Pen est toujours aussi groggy de son échec. Donc tout ça va petit à petit. Alors on a le congrès des Républicains au mois de décembre, le congrès du Parti Socialiste au mois de février, si j'ai bonne mémoire, et le congrès du Front National au mois de mars. Ces trois partis emploient le même terme, refondation. Bon, voilà, on est dans ce moment où le vieux monde, comme on dit, est à terre et bon, mais il va se reconstruire, évidemment, d'une manière ou d'une autre. En début d'année 2018, j'ai entendu votre... Et donc, il y aura, à partir de là, des opposants. Pour l'instant, Emmanuel Macron peut avancer. Gilles Finkelstein, vous aviez l'air en désaccord avec Gérard Courtois sur son analyse de la droite étriquée. Alors, les points d'accord. Ces crises des oppositions sont normales. Après une élection et après une défaite, l'opposition doit se remettre. Après la révolution que nous avons vécue, même si c'est une révolution de velours, elles doivent se repenser. Ça ne se fait pas en 6 mois. 2, accord aussi sur le Front National, qui doit gérer à la fois le départ de ses dirigeants, Marion Maréchal Le Pen d'un côté, Florian Philippot de l'autre, la honte de ses militants et de ses électeurs après le débat dans un parti qui, plus que les autres encore, a le culte du chef, et le désintérêt grandissant des citoyens. On a vu l'audience de la dernière grande émission politique de Marine Le Pen. Donc, 2e accord. 3e accord sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui a non seulement raté la mobilisation citoyenne, et qui en plus doit, pour la première fois, gérer des divisions internes autour d'une question qui a emporter le NPA, qui est la question de la laïcité. Le point de divergence, peut-être de divergence, elle est sur Laurent Wauquiez. Que la stratégie soit étriquée, évidemment, enfin en tout cas, c'est évidemment ma conviction. Qu'elle soit inefficace, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, sa stratégie, telle que j'essaye de la lire, elle repose sur 2 piliers. Le premier, c'est la consolidation du cœur de son électorat et
sa cible, ce sont les retraités aisés, visés par la CSG, la hausse de la CSG que l'on évoquait tout à l'heure. Le cœur de l'électorat de François Fillon, c'est ça. Dans cette catégorie-là, François Fillon a réalisé aux alentours de 50%, ce qui est absolument considérable. Donc, consolidation de cet électorat-là et tentative, et c'est là où on va voir si c'est efficace ou pas, d'élargissement auprès de l'électorat du Front National, qui, depuis des années, est l'électorat le plus fidèle. Peut-être que pour la première fois après cette élection, il va redevenir mobile et qu'il y a là du grain à moudre pour Laurent Wauquiez et pour la droite. Gardette. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Et on va terminer, Christine Ockrent, ce bilan des 6 mois d'Emmanuel Macron à l'Élysée en parlant de sa diplomatie. 6 mois de diplomatie selon Macron, 6 mois sans émoi, là encore. Sans émoi, émoi, parce qu'on peut très facilement admirer le sens de la communication et de la mise en scène au tempo électronique des médias d'aujourd'hui, et fort heureusement sans passer par Twitter. Même si, évidemment, il y a un compte Twitter alimenté, j'imagine, par M. Bruno Roger Petit. Mais s'agissant de la diplomatie d'Emmanuel Macron, elle est tous azimuts. Et c'est jusqu'à présent son habileté. Jusqu'à sa visite surprise en Arabie Saoudite cette semaine, donc jeudi dernier, pour rencontrer le fameux MBS, donc le jeune prince héritier qui est en train, à mon avis, à ses risques et périls, mais c'est une histoire fascinante, d'ébranler le système wahhabite. Enfin, on voit qu'Emmanuel Macron a le sens, c'est d'ailleurs ce que Gérard Courtois disait tout à l'heure, il a le sens du moment et il a le sens des opportunités, et ce aussi sur le plan diplomatique. En ce qui concerne l'Europe, à partir de ces proclamations que l'on pouvait juger, et c'était évidemment ce qu'on entendait dans d'autres capitales européennes, oui, on connaît le lyrisme à la française au début, mais on va voir ce qu'on va voir, eh bien, il faut quand même reconnaître que sur les travailleurs détachés, par exemple, sur la manière dont ils gèrent le temps difficile de la formation de la coalition en Allemagne, etc., Emmanuel Macron, en ce qui concerne l'Union européenne, avance en fonction de ce qu'il a annoncé. Pour le reste, c'est encore une fois très habile de s'afficher avec Vladimir Poutine, avec Donald Trump, d'annoncer qu'il ira en Iran. C'est habile ou c'est parfois cynique? Elle a été contestée, cette visite de Donald Trump pour le 14 juillet. Je ne vais pas devant Hubert Védrine On va laisser Hubert Védrine affirmer que la diplomatie, c'est parfois du cynisme. Hubert Védrine. Vous savez que le cynisme, pour les philosophes grecs, ça veut dire la capacité à braver l'opinion dominante. Ça n'a rien à voir avec l'usage du mot aujourd'hui, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais ce sera pour une autre fois. Moi, je trouve que le démarrage d'Emmanuel Macron sur le plan international est remarquable. Je note qu'il se comporte, il se considère comme n'étant pas l'héritier de François Hollande et de Laurent Fabius, ni de Sarkozy, par rapport à ça. Donc il est en train de définir une sorte de macronisme diplomatique, dans lequel il y a une intelligence vraie, une vision à long terme, le sens de l'instant, la rapidité, l'expression. Et je pense qu'il a entrepris de reconstruire une grande politique étrangère française réaliste. Et donc, moi, je m'en réjouis, tout en étant extrêmement curieux de la façon dont ça va s'articuler dans la suite. Parce que c'est quand même un monde très compliqué, troublé. Jusqu'où il va aller par rapport à Poutine? Qu'est-ce qu'il va faire dans la question de l'Iran, où Trump essaie de casser l'accord et les autres co-signataires de l'accord disent nous on va continuer, donc il y a une sorte d'épreuve de vérité, mais je trouve ça tout à fait bien et intéressant. Sur l'Europe, ce qui m'intéresse énormément, c'est de la synthèse qu'il est en train de tenter d'opérer entre sa conviction presque philosophique et idéaliste sur sa vision de l'Europe, mais qui en gros n'est pas partagée par les autres dirigeants européens, mais qui est forte et qu'il a réexprimée dans plusieurs discours importants, et d'autre part l'Europe qui protège, qui n'est pas liée à l'européisme classique. L'invention d'un souverainisme européen. Oui, alors il parle de ça, et il voit bien qu'il ne peut pas ne parler qu'aux vrais pro-européens qui sont minoritaires dans la plupart des pays européens maintenant. Et quand il dit Europe qui protège, qu'un Schengen qui marcherait, le contrôle des certains investissements chinois, la directive travailleurs détachés, l'idée d'une souveraineté européenne à construire, il parle aux autres. Alors pas les anti-européens qui bougeront pas, mais
tous les autres qui sont simplement sceptiques ou découragés ou allergiques, etc. Donc, et aux pro-européens qui existent aussi dans d'autres pays européens, où ils sont même parfois majoritaires, mon cher Hubert. Ils sont rarement, en tout cas, comme en Allemagne, les fédéralistes font 1%. Les pro-européens sont plus ou moins forts, mais globalement en Europe, ils ne sont pas majoritaires. Et en tout cas, ce que je trouve remarquable chez Macron, c'est de tenter cette espèce de synthèse, j'allais dire en marche, en tout cas dans le mouvement. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ça va s'articuler, notamment quand il y aura le nouveau gouvernement allemand, en janvier ou février, mais il s'est prépositionné par rapport à ça. Gérard Courtois. Il y a une chose qu'on ne sait pas avec Emmanuel Macron, et c'est vrai aussi bien sur le terrain diplomatique que national, c'est on ne sait pas encore comment il réagira ou réagirait à une crise grave. C'est une véritable inconnue par rapport au parcours qu'il a absolument inédit, qu'il a engagé. Vous voulez dire ce chemin relativement facile qu'il a eu jusqu'à présent? Oui, enfin, qu'il a facilité, qu'il a construit, bien entendu. Mais il ne s'est pas heurté, et il est servi en prime par une conjoncture économique bien meilleure que celle de ses deux prédécesseurs. Donc, voilà. Que se passerait-il et comment réagirait-il à une crise géopolitique lourde, du terrorisme ou des attentats violents en France, à une crise sociale inédite ou imprévue? Bien, merci beaucoup à tous les quatre, chers amis visiteurs du dimanche, d'être venus pour ce nouveau numéro de l'Esprit public, le 10e depuis septembre. Merci Hubert Védrine, Christine Ockrent, Gérard Courtois et Gilles Finkelstein. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui Camille Garin et Julien Douminc. La semaine prochaine, n'oubliez pas, dimanche 19 novembre, l'Esprit public vous invite au studio 105. Venez assister à notre émission, entrée libre mais inscription obligatoire sur maisondelaradio.fr, rubrique émission en direct. Et tout de suite, vous retrouvez Alain Krugère, évidemment, on ne parle pas la bouche pleine, pour parler réinsertion en cuisine avec Thierry Marx, escalier social, goût de l'effort et délicieux effluves de boudin et d'oignons. À dimanche en public, je me réjouis de vous rencontrer.